Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau webinaire Orange 5G Lab. Et nous sommes aujourd'hui à Lille. Nous avons cette chance d'être en présentiel, mais tous avec des masques FFP2. Nous sommes tous très protégés et un tout petit peu à distance. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de retail. Vous allez voir que c'est un domaine qui a été extrêmement bouleversé par le Covid. Ça fait donc 2 ans que c'est un univers qui est totalement révolutionné, disrupté. Et nous allons voir aujourd'hui quels sont les liens entre les évolutions dans le domaine du retail et la 5G. Vous avez vu, c'est le sujet du jour. Je pense que le plateau a suffisamment un gros 5G pour pouvoir rappeler le sujet du jour à chaque fois. Nous allons parler de 5G aujourd'hui avec des invités assez exceptionnels. Vous allez voir, nous avons la chance d'être avec Valentin Vola en plateau, chef de projet innovation chez Logs. En distanciel, nous avons Isabelle Badoc, qui est Product Marketing Director chez Generix Group. Nous avons Alexis Chenel qui est au marketing intelligence d'Orange Japon et nous aurons la chance effectivement de vous diffuser une vidéo exclusive qu'on a pu tourner avec lui il y a quelques jours pour vous présenter du coup en Corée et au Japon les innovations qu'il y a aujourd'hui avec la 5G et le retail. Nous sommes aussi avec Cyril Besse qui est président et directeur d'Univers Retail qui est avec nous aussi en plateau. Aurélien Pouzin, qui est directeur général courseu.com chez Système U, qui est en distanciel avec nous. Et puis Anne-Marie Haute, qui est directrice de Pilgrim Technologies. Voici tous nos invités. Et évidemment, je n'ai pas présenté Ludovic Guilcher, qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur Orange Grand Nord Est. Bon, je pense que le sujet est clair. Parlez-nous de la 5G. Qu'est-ce que la 5G ? D'abord, bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos experts présentiels ou ceux qui sont à distance, qui ont donc la chance de ne pas avoir de FFP2 aujourd'hui, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. La 5G, c'est une révolution technologique dans le monde du mobile que nous sommes en train de déployer progressivement. Si on regarde la région Hauts-de-France, on a à peu près déjà 30% de la population qui est couverte par la technologie 5G. Concrètement, elle permet 2 avantages très importants par rapport à la 4G dès aujourd'hui. Le premier avantage, il est très grand public. C'est une vitesse de débit beaucoup plus rapide. Donc, quand vous téléchargez un film, vous mettez 6 fois moins de temps que précédemment. On a l'habitude de dire que à côté de la nationale qui est la 4G, on ajoute une autoroute qui est la 5G. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite. Ça permet aussi de décharger la 4G qui commence à être un peu saturée. Et puis, il y a un autre avantage qui est celui de la latence du temps de réponse, qui est beaucoup plus rapide avec la 5G. Et c'est vrai que cette dimension-là, elle intéresse peut-être encore plus le monde entreprise. Elle intéresse les gamers, évidemment. Il faut être en temps très réel sur les jeux en ligne, sur les paris. Mais le monde entreprise a besoin de cet avantage-là. Voilà. Et donc, dans un premier temps, dès aujourd'hui, au fond, ces 2 atouts sont là et peuvent être utilisés. On pourrait parler des multiples usages, mais nos experts le feront mieux que moi. Et puis, lorsque ce qu'on appelle le cœur de réseau, c'est-à-dire autour de l'année prochaine, lorsque le cœur de réseau 5G sera installé, on aura un avantage additionnel. Alors celui-là, c'est vraiment la très grande révolution. Ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire qu'on pourra découper des bandes de réseau et les réserver à des usages. On utilise parfois, et comme on est ici à Villeneuve-d'Ascq, en face du stade Pierre-Mauroy, on utilise souvent l'exemple des stades qui sont évidemment avec des pics de fréquentation, qui fait que quand vous êtes dans le stade, vous avez votre mobile en 4G, vous essayez de télécharger une vidéo pour regarder un autre match ou d'envoyer une image, comme tout le monde le fait en même temps, évidemment, ça bug. Demain, le stade pourra acheter une bande de fréquence et la dimensionner durant le temps du match à la fréquentation, et donc il y aura plus de problèmes de bug. Voilà, donc ça c'est une promesse qu'on était capable de faire sur le fixe, mais on n'était pas capable de le faire sur le mobile, puisque le mobile c'est le monde du partage, et là on sera capable de réserver. Donc effectivement, 3 révolutions, la vitesse, la rapidité de connexion, on va le voir avec nos invités sur les enjeux d'IoT, de robotique, effectivement c'est un enjeu qui est majeur, et puis effectivement ce slicing qui va arriver pour permettre dans des fréquentations importantes comme les stades, effectivement,
effectivement de pouvoir avoir des bornes réservées pour les secours par exemple, ou ce genre de service effectivement essentiel dans ces moments-là. Vous l'avez dit, on est ici à l'Orange 5G Lab de Lille. Expliquez-nous ce que c'est ce lieu. Il y a beaucoup d'Orange 5G Lab en France aujourd'hui. Alors, quand on a débuté ces émissions il y a 1 an maintenant, il y avait celui de Paris, en tout cas, où c'était en construction. Aujourd'hui, il y en a pas mal en France. Mais celui de Lille a quelque chose de spécifique. Racontez-nous ce lieu. Où est-ce qu'on est ici ? Oui, alors il y en a 7 en France, mais forcément celui de Lille, au-delà du fait que c'est le plus septentrional de la métropole, c'est aussi le meilleur, forcément, puisque c'est le nôtre. Vous avez le droit. Voilà, c'est logique. Donc, notre ambition, nous, c'est de faire découvrir la 5G, au fond. C'est de la faire comprendre, connaître, plutôt au monde entreprise, parce que le monde grand public... on peut aller en boutique pour le faire, mais et donc c'est un lieu dans un premier temps de découverte de la 5G. Donc on a des parcours de tests au fond, enfin de découverte, qui permettent de regarder des vidéos, de regarder des usages, de rencontrer aussi des personnes qui sont au contact de la 5G. Et c'est en même temps un lieu qui doit permettre pour ceux que ça intéresse de se lancer dans des expérimentations, des débuts de prototypes. Et donc, pour ça, on a des experts qui peuvent accompagner. On a évidemment un robot de téléprésence, les derniers devices 5G, voilà, pour pouvoir commencer à tester quelque chose. Ensuite, on pourra déployer, si on le souhaite, dans l'entreprise concernée. Et donc, on a fait ce lieu ici, au cœur même de notre bâtiment. Donc, c'est aussi un lieu où les collaborateurs d'Orange peuvent venir pour découvrir la 5G. À côté de notre showroom entreprise, qui est le lieu où nous présentons nos innovations technologiques, pour le coup, abouties et industrialisables, ce qui n'est pas encore le cas de la 5G. Et puis, c'est un lieu qui est ouvert à des partenaires. On a signé avec le CITC, on a signé avec l'IMT, qui est juste à côté de l'île d'Ouai, parce que c'est aussi un lieu qui peut faire venir des chercheurs, des étudiants, et on veut essayer de mixer tout ça. Voilà, c'est une mini, on va l'appeler Villeneuve d'Ascq Valley, si vous le voulez bien, pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un lieu qui concentre tout l'écosystème d'innovation nécessaire pour faire naître cette 5G et pour pouvoir apporter au grand public, parce que c'est toujours ça l'idée, leur apporter des innovations et des transformations pour demain. On l'a dit aujourd'hui, alors effectivement, on a parlé de beaucoup de sujets, mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le retail. On a la chance d'avoir des invités en présentiel et en distanciel, et puis on va effectivement pouvoir les voir ici sur l'écran dans quelques instants. Alors, pourquoi le retail ? Pourquoi est-ce que Lille, on le sait, il y a beaucoup de grands acteurs du retail à Lille, pourquoi est-ce que c'est aussi important aujourd'hui d'être présent à Lille ? Et puis dans ces grands webinaires qu'on organise depuis 1 an, pourquoi est-ce que le retail, c'est un sujet phare sur lequel il faut s'arrêter quand on parle de 5G ? Il y a au moins 2 raisons, mais vous avez évoqué la première, Romain. La première, c'est que la région, au global, la région, pas seulement de Lille, un peu plus large que de celle de Lille, c'est une région qui a été aux avant-postes du e-commerce, avec notamment la vente par correspondance. C'est une région qui, dans le monde de la logistique, est extrêmement bien placée. Alors je ne veux pas créer de rivalité, mais on va dire du Havre jusqu'à Rotterdam, en passant par Dunkerque et Boulogne, évidemment, même si Boulogne, c'est plus la pêche. Mais on voit bien que c'est une zone de transit considérable, donc de logistique. C'est une zone de commerce, vous l'avez dit, qu'il y a très grands acteurs du commerce qui sont ici. Ça a été une zone précurseur de l'e-commerce. Donc il y a vraiment une logique de compétences territoriales. Et puis il y a une autre raison, c'est que c'est une question qui nous taraude quand même beaucoup avec le Covid, qui a fait basculer une grosse partie de l'activité sur le e-commerce, donc qui a développé le e-commerce, mais qui a en même temps challengé le retail en tant que tel. Nous sommes nous-mêmes Orange confrontés à cette question de l'avenir de notre retail, de nos boutiques. Et donc forcément, si on mêle les compétences locales et un enjeu mondial, on s'est dit que c'était très important de traiter cette question aujourd'hui. Et le plus facile de le traiter, c'est d'aller chercher des gens qui y sont confrontés quotidiennement et qui ont un peu d'expertise. Et c'est en mêlant les expertises
ou beaucoup d'expertise, et en mêlant toutes ces expertises qu'on peut faire fructifier quelque chose d'intéressant. Du moins, c'est ce qui nous attend dans les 53 minutes qui nous restent. Exactement, Ludovic, vous êtes parfait. Écoutez, vous allez prendre ma place, vous faites le job parfaitement. Effectivement, merci beaucoup Ludovic pour toutes ces informations. Merci d'avoir introduit cette table ronde. Vous allez rester avec nous. Alors peut-être que parfois je vous glisserai des questions un peu bonus. Si tout d'un coup vous voulez réagir sur des invités, n'hésitez pas. Mais je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie de cette émission. Et pour cette première partie, je vous propose que l'on parle des expérimentations. On va du coup faire connaissance avec tous nos invités qui sont présents et en distanciel. On va effectivement à chaque fois, donc je vais vous poser tous un peu la même question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants? Et puis on va essayer de voir chacun quelles sont les expérimentations que vous menez déjà. Ça nous semble important d'aller tout de suite dans le concret pour comprendre quels étaient les liens entre le retail et la 5G et quelles étaient les réflexions, les expérimentations que vous meniez. On va commencer avec Valentin. Valentin, vous êtes chef de projet innovation chez Logs. On parle beaucoup de la 5G et il y a une question qui revient souvent, c'est quelle différence finalement entre la 5G et le Wi-Fi quand on a un retail? On se pose souvent cette question-là finalement. Quelles sont les grandes différences et pourquoi est-ce que selon vous la 5G est tout de même nécessaire dans cet univers du retail, ou en tout cas pour vous, pourquoi est-ce que la 5G vous semble importante? Bonjour Romain, merci d'abord pour l'invitation. C'est avec plaisir qu'on va parler de ça aujourd'hui. En fait, nous, l'objectif c'est d'avoir un canal sans fil plus puissant que la Wi-Fi. Déjà, nous souvent on aime bien comparer la 5G avec la fibre sans fil. Et nous, notre objectif c'est, dans le domaine de la logistique, on se mécanise de plus en plus, on s'automatise de plus en plus. Et notre objectif, c'est d'être le plus réactif possible sur ces mécanisations et automatisations qui sont de plus en plus importantes. L'avantage de la 5G comparée à la Wi-Fi, c'est que c'est le temps de latence. C'est-à-dire que dans les cas de maintenance prédictive, par exemple, demain, on serait capable, en temps réel, d'intervenir sur une machine, d'intervenir sur des systèmes automatisés, et donc aussi de coexister avec la robotique, l'automatisation, qui est de plus en plus présente dans nos entrepôts. Et donc, à distance, sans que l'humain soit impacté, intervenir sur des robots et donc sécuriser l'homme, sécuriser les robots. Et donc voilà, c'est ce que la 5G nous propose, c'est un canal plus important et plus grand. Et puis c'est cette fameuse coexistence humain-robot, effectivement. Yes. Pour mieux comprendre finalement, parce qu'on parle beaucoup de robots, est-ce que vous pouvez nous présenter Logs pour qu'on sache un peu mieux ce que vous faites? Alors Logs, nous on est prestataire logisticien, on est prestataire numéro 1 au nord de Paris. Donc effectivement, la région nord, c'est la région de la logistique. On fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 3000 collaborateurs, 45 sites en France et à l'international, notamment au Maroc. Et on travaille dans le domaine du retail, de l'industrie et du e-commerce. D'accord, donc effectivement, du coup, l'enjeu de coexistence humain-machine dans une chaîne logistique, c'est absolument nécessaire et le temps de réaction, effectivement, du réseau est obligatoire pour sécuriser l'ensemble de cet écosystème. Exactement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un arrêt machine dans nos entrepôts mécanisés peut coûter plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros. Et donc, du coup, c'est important. La minute, la seconde, elle est valorisée, elle vaut quelque chose. Et donc, nous, c'est important d'avoir un système de connexion de plus en plus sécurisé et pertinent, rapide et efficace. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la 5G. Merci beaucoup, Valentin. On va revenir vers vous dans la seconde partie et on verra un peu plus ce qu'est Logs et comment vous exploitez cette 5G. Je propose qu'on se tourne vers Cyril, qui est avec nous aussi. Cyril Betz, vous êtes président et directeur d'Univers Retail. Alors, même question, qu'est-ce qu'Univers Retail? Et puis, j'ajouterai tout de suite la deuxième question, qui est de se dire, aujourd'hui, vous avez la chance d'être au contact de beaucoup d'entreprises du retail. Quels sont finalement les retours que vous avez de ces fameuses entreprises? Et finalement, qu'est-ce qu'elles vous disent sur cette 5G? Quels sont leurs points d'attention quand on parle de la 5G? Et puis, peut-être pour finir, est-ce qu'il y a eu des expérimentations dont vous avez eu connaissance? Pardon, c'est une question à tiroir, mais vous choisissez ce que vous voulez dedans. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous parler très rapidement d'Univers Retail, nous, on est un cabinet de conseil en management et en stratégie opérationnelle. Ça veut dire qu'on accompagne nos clients de la définition de leur stratégie jusqu'à sa déclinaison sur leurs organisations, leurs processus et leurs systèmes d'information. Et on est spécialisé sur un segment de marché qui est le retail B2B et B2C. Alors, je poursuis avec la deuxième question, qui est de dire finalement vous êtes en lien avec votre activité avec beaucoup de retailers. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur cette 5G? Comment ils ont envie d'utiliser cette technologie au service de leurs clients, de leurs propres équipes? Alors, aujourd'hui, ils regardent ce qui se fait plutôt à l'international. Très sincèrement,
pour ma part, en tout cas, je vois peu d'expérimentation chez les retailers français aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais peut-être tout simplement que ça reste encore marginal. Puis c'est un marché naissant, enfin c'est un usage naissant. Voilà, et puis je pense que évidemment ça va grossir, ça va croître avec le taux de pénétration de la 5G dans les années à venir. Par contre, ils regardent ce qui se passe à l'international, donc, et notamment sur la zone Asie. Donc avec la Corée du Sud, mais aussi avec la Chine, qui a lancé un certain nombre d'expérimentations intéressantes. Je pense par exemple à la ville de Shanghai, à la gare de la ville de Shanghai, où il y a des robots qui accueillent les voyageurs pour leur fournir des guides d'achat pour les magasins de la gare, et qui accompagnent les parcours clients sur ces magasins. Il y a aussi la ville d'Angsu, où les boutiques de prêt-à-porter ont mis en place des miroirs d'essayage virtuels. Où les clients ou les clientes se positionnent devant le miroir, peuvent essayer et se voir directement avec les habits proposés, et avec en plus une approche de recommandation et de cross et de upselling sur de l'accessoire par exemple. Et ensuite, il y a des gens aux US, cette fois-ci Walmart a lancé un certain nombre de réflexions autour de la 5G, avec plusieurs enjeux. D'une part, développer sa capacité logistique, avec dans l'idée de se positionner comme opérateur logistique pour un certain nombre de ses fournisseurs, c'est-à-dire pour faire du fulfillment. Et puis sur de la livraison par drone également, et donc pour améliorer grâce à la 5G le pilotage finalement de ces livraisons par drone. Et puis sur des sujets peut-être un peu plus terre à terre sur la surface de vente, ils réfléchissent aussi à s'appuyer sur la 5G pour mettre en place et implanter des robots pour nettoyer les sols, mais aussi pour améliorer le pilotage et la maintenance de leurs congélateurs en magasin, et pour, grâce à la 5G, avoir une vision temps réel des oscillations éventuelles de température. Ouais, donc on voit que ça brasse énormément de domaines, d'activités, de robots, de services. Extrêmement intéressant. Alors, c'est hyper intéressant que vous ayez regardé ce qui se passe en Asie, parce qu'on aura Alexis du coup qui se trouve à Orange Japon et qui va nous en parler encore un peu plus effectivement de ces expérimentations. On a prévu une petite vidéo, vous allez voir. Merci beaucoup en tout cas Cyril pour ce parcours un peu dans le monde, et pour voir un peu ce qu'il y a aujourd'hui, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Je propose maintenant qu'on fasse la connaissance de Isabelle Badoc. Isabelle, vous êtes Product Marketing Director chez Generix Group. Alors, même punition, je veux bien que vous vous présentiez et que vous nous dites un peu ce qu'est Generix Group. Et puis, ça m'intéresse aussi que vous nous expliquiez en quoi est-ce que la 5G va améliorer votre service. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la 5G et comment aujourd'hui vous la percevez ? Ok, merci, bonjour à tous. Generix Group, c'est une société française qui est cotée en bourse et qui exerce son activité sur 4 continents. On fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus que ça actuellement. Notre métier, c'est de réaliser des solutions digitales pour la supply chain, et plus particulièrement pour ce qu'on appelle l'exécution, la supply chain exécution, c'est-à-dire l'exécution des opérations logistiques dans les entrepôts et de transport. On a dans ces deux domaines, si on veut exprimer ce que l'on cherche à faire avec nos solutions, dans ces deux domaines, le transport et la logistique, on cherche toujours de nouveaux leviers de performance. D'accord ? Et la technologie, évidemment, en tant qu'éditeur de solutions digitales, toutes les évolutions technologiques constituent pour nous des opportunités pour soit créer des nouveaux services, imaginer de nouvelles fonctionnalités, soit de rendre plus performantes des fonctionnalités existantes. Et il est sûr que dans ce cadre-là, l'instantanéité de l'échange d'informations entre les acteurs de la supply chain ou au sein même d'un site logistique, ça constitue un levier énorme d'efficacité, de performance. On peut parler évidemment d'alimenter, de faire réagir plus vite des solutions robotisées. On peut également parler d'alimenter des algorithmes de prise de décision basés sur l'intelligence artificielle. On le voit aussi dans les camions, on voit de plus en plus, on parle beaucoup des camions autonomes. Voilà, donc il y a énormément, du fait d'avoir une information échangée en masse et beaucoup plus rapidement, ça va permettre d'exécuter des processus
par le biais de systèmes automates, par des automates ou des robots. Mais ce qui est intéressant, Et puis- effectivement, alors je vous coupe Isabelle, mais c'est ce que je comprends et ce qui est intéressant, et on l'a vu aussi avec nos invités, c'est que si je comprends bien, ce que permet la 5G, c'est finalement d'avoir des robots, des connecteurs sur place, de remonter la data, et puis d'utiliser du coup des algorithmes pour pouvoir traiter cette data et pouvoir y apporter de l'intelligence. Et c'est là où finalement, avant, on devait embarquer dans la machine l'intelligence. Aujourd'hui, on peut la déporter et donc être en capacité d'avoir une liaison beaucoup plus grande, une fluidité globale sur de la logistique, par exemple. Et donc, cet enjeu finalement d'analyse, c'est ça qui est majeur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour améliorer la performance des algorithmes, il faut les nourrir de plus d'informations. Avec la 5G, on va pouvoir aller chercher de l'information auprès de sources très nombreuses. De collecter, on en parlera je crois, un peu plus tard de comment on collecte et comment évidemment on traite cette information pour qu'elle soit digérée par les algorithmes et puis aussi comment les algorithmes fonctionnent. Mais déjà, il y a un premier élément qui est important, c'est que pour être performant en supply chain, il faut que chaque maillon de la chaîne, on améliore la performance si chaque maillon de la chaîne est en capacité de recevoir les informations des autres maillons qui les intéressent. Typiquement, on pense à un entrepôt qui attend la commande d'un fournisseur pour pouvoir dégager le quai et réceptionner le plus vite possible cette commande. C'est toujours intéressant d'avoir l'heure d'arrivée réelle qui est donc estimée par des solutions embarquées dans les camions, plutôt que de se baser sur le rendez-vous qui avait été pris à l'origine. Vous voyez qu'on va apporter un dynamisme et une agilité aux opérations si l'on sait apporter à chaque maillon les informations qui lui permettent de décider et de s'adapter en fait aux événements. La supply chain, c'est que des événements, c'est de l'opérationnel, des événements dans tous les sens. Et évidemment, on peut pas tous les éviter. Donc, ce qu'on ne peut pas éviter, bien sûr, on travaille pour éviter des catastrophes. Ce qu'on ne peut pas éviter, il faut savoir les capter le plus tôt possible. On est même en train de réfléchir à comment en fait capter les signaux qui sont précurseurs à l'occurrence d'un événement. Il se passe si par exemple on n'alimente pas bien les pickings d'un entrepôt, il y a de fortes chances qu'à un moment donné on ait des ruptures et qu'on ait donc une incidence sur la préparation et la sortie des commandes. Donc voilà, ça aussi c'est un élément clé pour l'avenir en fait des systèmes qui vont piloter l'exécution et d'aide à la prise de décision, c'est que cette masse d'informations que l'on collecte de plein de capteurs va pouvoir être exploitée pour améliorer la prise de décision et donc la performance. Donc l'alerte sur chacun des maillons, elle est clé. Et ça, c'est vraiment la capacité à communiquer beaucoup plus de données, y compris des images, des données dans plein de formats, et puis ensuite de la traiter, parce que juste envoyer en dynamique des images quand il se passe rien dessus, ça c'est pas traitable par l'humain, donc il faut aussi pouvoir interpréter cette donnée, ces images. C'est ce qu'on fait déjà avec nos solutions de visibilité. Alors, sur peu d'informations aujourd'hui, c'est ça qu'on attend en termes d'enrichissement, c'est pouvoir en générer des alertes aux personnes, ou en tout cas aux services, ou aux acteurs qui sont intéressés par l'information. Donc, on a bien compris, effectivement, améliorer la détection, donc avoir plus de capteurs, donc plus de capacité de faire remonter de l'info, et puis générer de l'analyse derrière, et puis de l'intelligence. On va le voir dans la seconde partie, effectivement, comment cette analyse peut évoluer. Et puis, vous parliez, effectivement, de ces capteurs. Dans ces capteurs, il y a aussi de la vidéo. Alors, on va peut-être aussi en parler après, de cet enjeu de la vidéo, et comment est-ce que la vidéo nous permet aujourd'hui de détecter. On voit déjà que nos iPhones nous permettent, quand on prend une photo, de pouvoir regarder le texte qui est dedans. Alors, si on utilise de la vidéo, où on peut capter des infos dedans et la remonter, et en faire plein de choses intelligentes. On va en parler après, mais en tout cas, c'est intéressant de voir votre analyse sur le sujet, qui est de dire, avec la 5G, on va avoir des capteurs, remontée d'infos, analyse, compréhension et détection pour la suite et créer de l'intelligence. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce témoignage. On vous retrouve juste après. Je vous propose qu'on se dirige vers Anne-Marie. Anne-Marie Haute, vous êtes directrice de Pilgrim Technologies. Alors pareil, désolé, qu'est-ce que Pilgrim Technologies? Et puis la deuxième question qui m'intéresse, c'est finalement, alors je ne dévoile aucun secret, mais évidemment cette émission, on l'a un peu préparée en amont. Et puis
En la préparant, vous nous avez parlé d'une expérimentation sur Rungis et j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus sur comment aujourd'hui on peut avoir des nouveaux moyens de transport à Rungis et puis comment est-ce que demain on pourrait les connecter avec la 5G et les rendre encore plus intelligents. Alors, bonjour déjà. Pilgrim Technologies, c'est une entreprise qui existe depuis 2012. On est une petite structure. Notre métier d'origine, c'est l'inspection industrielle. Mais dès le démarrage, on a choisi de proposer des solutions sur mesure pour nos clients qui ont des problématiques particulières d'accès. Et on s'est très vite lancé sur le développement de drones et de robots sur mesure. Et du côté des drones, on a découvert que bien sûr un drone c'est juste une plateforme, c'est un outil, et qu'il a beaucoup d'utilisations possibles, à commencer par le transport alors bien sûr de petites dimensions pour le moment. C'est comme ça qu'on a été amené à rencontrer les équipes du marché international de Rungis qui avaient des problématiques liées à la livraison des derniers kilomètres et qui cherchaient des solutions pour éviter l'encombrement de ces allées et donc passer éventuellement par des voies aériennes. C'est donc ce qu'on a fait depuis juin dernier. L'expérimentation est en cours avec des drones qui ont grandi step by step. On a commencé avec un drone tout petit, juste pour valider comment on allait pouvoir faire évoluer ces drones en toute sécurité, c'est-à-dire en survolant un minimum de personnes, et comment est-ce qu'on allait gérer les passages au-dessus des gens. Et ensuite, depuis le mois d'octobre, on est sur une machine qui transporte jusqu'à 5 kilos sur des opérations, alors ce qu'on pourrait appeler des sauts de puce, de zones on appelle des vertiports, donc des zones dédiées, comme un héliport, mais pour un drone. Et donc qui nous permettent de faire des liaisons de point à point pour faire du transport de petites dimensions. Actuellement, ce type de drone est piloté via une liaison radio, tout simplement parce que c'est la législation qui nous l'impose, c'est la loi. Ce lien radio, on utilise du 2,4 GHz, donc autant dire qu'on est très perturbé, puisque c'est également c'est la Wi-Fi. Donc sur une zone urbaine, par exemple, c'est forcément un lien qui est soumis à grosses perturbations. Et c'est pour ça qu'on voit arriver les développements 5G avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir justement sécuriser toute cette partie lien entre le commande-contrôle, donc entre la base au sol, et les drones qui évoluent sur une zone telle que celle de Rungis. Donc extrêmement intéressant, pardon. Quand on connaît Rungis, effectivement, qui est une ville dans la ville, globalement, les mines, et donc effectivement de pouvoir transporter des produits, effectivement, et pour pouvoir faciliter du coup l'accès à des produits pour des personnes qui en ont besoin rapidement, ça peut être effectivement un grand bouleversement et puis un intérêt du coup pour la 5G, de pouvoir se connecter à ces drones et pouvoir faciliter le transport et puis les sécuriser, on l'entend bien aussi. Cet enjeu effectivement toujours on l'a dit avec Valentin aussi, cet enjeu de sécurisation avant tout, avec le temps réel, Ludovic, vous en parliez. Et donc cet enjeu, effectivement, de pouvoir améliorer, certes, le débit, mais aussi avoir des usages très concrets comme la sécurité. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors on reviendra vers vous aussi effectivement pour reparler de ces drones. Et puis on va passer maintenant à la parole à Aurélien Pouzin. Aurélien, vous êtes directeur général de courseu.com et vous faites partie du groupe effectivement Système U, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Aurélien, dites-nous en fait, ce qui est intéressant effectivement, c'est vraiment cet enjeu. Alors, on a beaucoup parlé effectivement d'entreprises qui étaient en B2B et qui étaient donc effectivement cet enjeu de pouvoir accompagner des retailers dans leur développement. Ce qui est intéressant avec vous Aurélien, c'est que vous êtes face à des clients réels, physiques, c'est-à-dire nous finalement en tant qu'humains. Ça nous intéressait aussi de savoir ce que la 5G impactait dans cette relation entre un retailer et son audience et donc ses clients. Qu'est-ce que ça change pour vous cette 5G et finalement est-ce qu'il y a des expérimentations que vous avez déjà menées qui nous permettent d'un peu mieux cerner ces évolutions d'usage que nous pourrions avoir? Alors, nous, effectivement, sur courseu.com, un des objectifs qu'on s'est fixé, notamment avec certaines marques, c'est de basculer la qualité des fiches produits. On s'est rendu compte pendant le Covid, première phase, en mars 2020, que le marché de la beauté santé en particulier, qui est un marché très physique, de facto, il a été obligé de muter avec une répartition 50% des ventes en magasin physique, 50% dans le digital avec une bascule énorme. Et en fait, le digital, notre capacité à vendre des produits alimentaires, on va dire qu'elle est simple, basique et qu'elle fonctionne bien. En revanche, les produits beauté santé,
ne sont pas des quotas de chiffre d'affaires assez impressionnants. Sauf que les clients se sont mis à en demander, les clientes, vraiment beaucoup. Or, les fiches articles n'étaient pas à la hauteur. Et donc, par exemple, avec une marque comme L'Oréal, on s'est mis à travailler un projet de vidéos extrêmement courtes qui finalement permettent à la cliente de se projeter avec le produit. L'Oréal a des ressources assez importantes pour travailler des supports vidéo de très très courte durée pour pouvoir permettre à la cliente de se projeter en fonction de la couleur de sa peau sur le type de produit qu'elle aimerait voir sur elle. Donc là, très clairement, quand on parle de vidéos embarquées sur un site de e-commerce, eh ben, il faut absolument avoir un débit de très très bonne qualité pour happer le client et lui permettre de vivre une expérience qualitative, le poussant à mettre le produit au panier. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Et là, pour nous, ben, au-delà du Wi-Fi, la 5G demain, parce que le client va consommer de plus en plus à travers son smartphone, sera une clé d'entrée incontournable pour nous pour continuer à booster du commerce. Oui, et puis effectivement, il y a peut-être un enjeu hyper intéressant de voir effectivement l'évolution des sites, l'évolution des plateformes. Alors, on parlera peut-être pas de métaverse aujourd'hui, mais en tout cas, il y en a qui en parlent, de se dire passons du monde de la 2D à la 3D. Enfin, il y a un développement effectivement de plus en plus fort. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous le dites, hein, le parcours d'achat d'utilisateurs aujourd'hui se fait aussi beaucoup sur mobile. Peut-être quand ils sont au stade en train de regarder un match et se dire tiens, c'est intéressant, il se passe pas grand chose pendant 2 minutes, il fallait que j'achète justement un produit, je vais sur mon téléphone et je vais acheter un produit sur une plateforme comme la vôtre chez Course U. Effectivement, c'est dans ces environnements-là, la 5G est nécessaire, à la fois pour effectivement l'expérience d'achat et puis l'expérience d'achat partout, tout le temps, et pouvoir répondre à cette promesse effectivement de la 5G. Merci Aurélien pour cette. Alors effectivement, après on va continuer à se parler tous ensemble parce qu'on vient de tout le monde de présenter un peu chaque personne. Alors Ludovic, vous prenez la parole quand vous voulez. Vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ce que je vous propose aussi, c'est pour vous qui nous regardez actuellement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je les ai en direct ici, donc comme ça, au moins, on pourra les remonter, on pourra rendre ce live le plus interactif possible. Maintenant que vous connaissez bien nos invités, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, voilà, encore une fois, je les ai, donc je pourrais vous les partager autour de cette table. Ce que je vous propose pour terminer cette première table ronde, c'est d'avoir un témoignage d'Alexis Chenel, qui est donc en Asie, qui est au Japon, qui travaille pour Orange et qui s'occupe des places de marché pour analyser, pour comprendre quelles sont les tendances. Je vous propose de visionner cette courte vidéo qui dure quelques minutes pour voir ce que nous dit Alexis. Quel est son regard à lui sur le marché asiatique et l'émergence ou le croisement, je dirais, des retailers et de la 5G. En matière de tendance au Japon, on va voir des services émerger en rapport avec la 5G et les technologies de la réalité étendue, donc ce qu'on appelle XR. C'est des technologies qui englobent la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Pour la Corée, on a aussi ce genre de service qui émerge et on voit beaucoup de services en rapport avec la robotique connectée à la 5G pour parfaire l'expérience client en boutique. Au Japon, on a Docomo qui est l'opérateur historique et numéro 1 en part de marché mobile, qui a lancé un grand projet qu'ils appellent Docomo XR, donc cette réalité étendue, qui a pour but de lier la 5G avec les technologies, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, et on les couple avec le retail. Et donc, le but, c'est vraiment de redynamiser les centres-villes, les magasins, en apportant cette brique technologique. Un des services testés récemment, c'est un service qui englobe la réalité virtuelle, le tourisme et aussi le retail. Il faut se rendre dans une boutique à Tokyo. Dans cette boutique, il y a tout un espace dédié à la réalité virtuelle parce qu'en fait, c'est un service qui n'est pas statique. À la différence de certains services en réalité virtuelle où on est assis, ici, on va vraiment se déplacer dans l'espace aussi bien offline que online. Et donc, une fois connecté, on est avec d'autres utilisateurs en même temps, on peut interagir.
dans un espace. Donc en ce moment, c'est Aomori qui est au nord de Tokyo. On peut visiter. Une fois que la visite est terminée, on passe à la boutique souvenir et on est là aidé par un vendeur qui est connecté par un chat vidéo et on interagit avec et on peut acheter nos articles dans ce monde virtuel. Et une fois qu'on a fini nos achats, on quitte le monde virtuel et on récupère tout ça à la sortie dans le magasin offline. La 5G est clé parce qu'il faut de très forts débits et une latence vraiment faible et un réseau fiable pour que l'expérience client soit optimale. J'ai en tête un futur use case au Japon de KDDI, le second opérateur en part de marché, qui a un partenariat avec une start-up qui a développé une plateforme métaverse. Et ils ont recréé en fait le quartier de Shibuya à Tokyo, qui est un quartier très jeune avec beaucoup de magasins, sur cette plateforme. Et en fait, ils veulent aller plus loin là-dedans et ils ont fait des partenariats avec d'autres verticales et dont des retailers, le groupe Tokyo. Et ils vont, dès le printemps prochain, en fait, essayer de lancer un service qui va relier le monde virtuel avec le monde réel. Et un des use cases qu'ils ont annoncé, c'est en fait d'aller dans une boutique, donc dans ce monde virtuel de métaverse, et aller y essayer des vêtements, des articles, et en fait pouvoir, si on le souhaite, les retrouver dans le monde réel. Pour la Corée, j'ai en tête ce service d'achat en ligne. Donc, c'est avec l'acheteur va utiliser la plus grande messagerie coréenne qui est KakaoTalk et va commander en ligne ses articles dessus. Et en fait, la dernière partie du parcours acheteur va être faite par un robot qui va livrer à domicile les produits achetés. Et tout ça, bien sûr, c'est avec de l'intelligence artificielle couplée à la 5G. En fait, par tous ces usages, on se rend vraiment compte que la 5G, c'est une réelle évolution des usages qu'on pouvait déjà avoir en rajoutant et en optimisant en fait des technologies qui étaient peut-être déjà disponibles, mais qu'on va pouvoir pousser plus loin. Un autre cas d'usage en Corée qui me paraît très intéressant, c'est SK Telecom, le numéro 1 en matière d'abonnés mobiles, qui s'est allié avec le groupe Shinsegae, qui est un des plus grands retailers en Corée, un service qui couple la réalité augmentée et la 5G afin de guider le consommateur dans un centre commercial. C'est des centres commerciaux très, très grands, j'ai envie de dire géants en Corée. Et donc, c'est un service vraiment très utile. Sur son téléphone, l'utilisateur va pouvoir être guidé avec un chemin fléché. Et en fait, il y a une brique de personnalisation parce qu'au fur et à mesure que le client va passer les boutiques du centre commercial, il va recevoir avec la réalité augmentée sur son téléphone des annonces en fait pour des produits qui seraient susceptibles de l'intéresser, des promotions qui sont en cours. Et nous sommes de retour effectivement à Lille, dans cette jolie ville de Lille, à l'Orange 5G Lab. Nous sommes sur un webinaire où nous parlons de retail et de 5G. Et je vous propose tout de suite un sondage. J'espère que cette vidéo d'Alexis vous a plu. Le sondage est assez simple. Dans combien de temps souhaitez-vous mettre en place la 5G dès maintenant, au premier semestre 2022, en septembre 2022 ou après 2022. Ce sera intéressant du coup de voir quelles sont vos attentes autour de la 5G et quand est-ce que vous voulez mettre en œuvre cette 5G. Le deuxième élément que je devais vous dire, évidemment, c'est que si vous voulez en savoir plus, vous avez un site internet qui est à votre disposition qui s'appelle 5glab.orange.fr. Vous allez avoir sur ce site tous les webinaires qu'on a fait depuis le début. Et on en a fait, je crois que c'est le 8e celui-là, donc on a fait 7 autres sur 7 autres thématiques. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez découvrir des acteurs qui travaillent sur la 5G dans votre domaine d'activité. Et puis, vous avez plein d'informations et surtout des contacts pour contacter les équipes d'Orange. Évidemment, ici, c'est un lieu d'innovation, un lieu de co-création. Donc, n'hésitez pas du coup à contacter les équipes d'Orange pour venir voir le showroom, pour voir un peu quelles sont les évolutions qu'apporte la 5G. Et je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie de ce webinaire.
Et dans cette deuxième partie du webinaire, nous allons voir une vision plus marché. Dans la partie 1, nous avions présenté nos invités et puis on regardait quelles étaient les expérimentations qui étaient menées aujourd'hui. Prenons un peu de distance maintenant et puis essayons de voir finalement quelles sont les grandes tendances sur ce marché. Et puis peut-être quels sont les enjeux de prospective aussi. On va essayer de prendre un peu de hauteur et essayer de voir un peu ce qui se passera demain. Ce que je vous propose, c'est qu'on débute avec Cyril. On retrouve Cyril. Cyril, vous êtes toujours du coup président et directeur d'Univers Retail. Du coup, toujours. Ça n'a pas changé. Génial. Un élément important peut-être pour avoir une big picture. On a parlé évidemment en première partie quelles étaient les tendances dans le monde que l'on avait. Ce qui serait intéressant là, j'aimerais bien qu'on échange sur vos clients, en tout cas les retailers. Quelles sont les difficultés qu'ils ont aujourd'hui et quels sont finalement les endroits, je dirais, ou les points d'attention à avoir où la 5G pourrait améliorer la vie de ces retailers? Alors j'en citerai trois grands axes. Le premier, c'est aussi ce que la pandémie a mis en exergue, c'est la nécessité pour les retailers d'investir de façon très significative sur leur supply chain et sur toute la chaîne de valeur finalement de la supply chain. À la fois sur le sourcing et le global sourcing, parce qu'aujourd'hui ça devient nécessaire d'y injecter une dimension RSE. Sur la partie schéma d'approvisionnement, pour essayer de gérer au mieux la pénurie, mais les pénuries qui ont été constatées sur certains produits ou certains matériaux. Ensuite, les schémas logistiques pour essayer de limiter l'impact de l'augmentation significative des coûts de transport qu'on a pu constater ces derniers temps. Et pour finir sur la supply chain, tout ce qui a trait à la logistique opérationnelle, pour se mettre en capacité de gagner en productivité, de gagner en vélocité, tout en réduisant la pénibilité au travail des opérateurs et en allant vers, évidemment, davantage de mécanisation, davantage de robotique sur les entrepôts. Le deuxième axe, c'est la data. Donc c'est un sujet très à la mode chez tous les retailers. Tous les retailers ont plein de données et ont des volumes de données qui continuent à augmenter. Donc, ils capitalisent notamment, ou ils essayent en tout cas de capitaliser sur l'ensemble des interactions clients. Donc, ils ont tous des data lakes. Maintenant, la vraie question, c'est, une fois que j'ai toutes ces données, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'appuie sur ces données pour créer de la valeur? Donc, ils définissent effectivement, ou ils expérimentent un certain nombre de cas d'usage. Mais typiquement, il y a des freins pour opérer ces cas d'usage. Et la 5G, à mon sens, doit pouvoir lever ces freins et permettre d'opérer beaucoup mieux finalement ces cas d'usage. Et le dernier aspect, c'est tout ce qui est parcours client au sens large. Voilà, avec des grandes tendances aussi qui se développent, le live shopping, le marché de la location, le marché de la seconde main, et comment les retailers, avec finalement à la fois un pivotement pour certains de leurs modèles, à la fois des nouveaux canaux, comme le live shopping ou le social commerce, comment ils vont réussir, tout en intégrant ces éléments, à mieux piloter finalement les parcours clients et aller vers beaucoup plus de personnalisation, voire de l'ultra-personnalisation des interactions qu'ils ont avec leurs clients pour tout simplement réduire la volatilité. Donc c'est intéressant. Si je résume, supply chain en premier, Isabelle le disait, globalement la supply chain, c'est faire en sorte qu'il y ait de la production jusqu'à la livraison, le meilleur fil conducteur, le plus rapide, et donc d'avoir une expérience la plus pertinente possible au regard de la promesse que l'on a en tant que retailer. Deuxième étape, la data. Comment est-ce qu'on arrive, et on en reparlera avec Valentin, de ces données, de voir comment est-ce qu'on fait remonter ces données. Isabelle en parlait aussi, comment est-ce qu'on les rend intelligentes, et ça c'est vraiment cet enjeu de capter, faire remonter et analyser. Et puis effectivement le troisième point qui sont les données produits, et c'est Aurélien qui nous en parlait sur comment est-ce qu'on développe de nouvelles interfaces pour permettre d'améliorer l'expérience client et pour permettre aux retailers d'apporter une promesse plus grande ou une expérience plus grande et donc faciliter effectivement le choix, déjà je pense, de trouver le bon choix. Je crois qu'Aurélien nous en reparlera, mais d'avoir le bon choix effectivement et puis de pouvoir choisir son produit dans une interface de qualité. Merci beaucoup pour ces trois informations, Cyril. Je propose qu'on aille du coup voir Valentin. Valentin, dans la première partie, vous nous disiez effectivement qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de cas d'usage sur comment est-ce qu'on arrive à créer cet écosystème, je dirais, entre les humains et les robots et de faire en sorte que, évidemment, il y ait une coexistence qui soit la plus saine possible et donc d'avoir des robots qui arrivent à être pilotés au doigt et à l'œil et de faire vraiment ce qu'on leur demande.
rêvons un peu. Est-ce que finalement, on parle beaucoup des presque domotique dans le cadre, je dirais, de nos quotidiens ou de nos maisons. On se rend compte que nos environnements sont de plus en plus connectés. Est-ce que finalement, on peut se dire que demain, un entrepôt, une gestion logistique, ce sera connecté de A à Z et on sera dans un écosystème totalement connecté avec des robots et des capteurs qui vont nous permettre d'automatiser absolument tout. Est-ce que c'est une vision possible, ça ? Ça, c'est possible. Alors, faut s'imaginer, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du client de nos clients, notamment dans le e-commerce. Quand on va commander sur Internet, nous, êtres humains, on va vouloir savoir où est notre commande. Et donc, on va vouloir savoir en temps réel si le logisticien ou si l'entreprise a pris en charge la commande et savoir où est-ce qu'elle en est. Aujourd'hui, nous, on est de plus en plus exigeants avec nos commandes sur Internet et on aimerait savoir exactement où ça en est et dans combien de temps je vais pouvoir recevoir ma commande. Et au travers de capteurs, donc de différents systèmes IoT, aujourd'hui, on va pouvoir savoir si le colis qui est en cours de préparation est sur les quais de chargement, il est en stock, il est en cours de préparation, il a été piqué par l'opérateur, il a été ensuite, préparé, pardon. D'accord, il n'y a pas de Donc il a fait la préparation de picking, ça a été envoyé, pris en charge par le transporteur, mis dans un réseau de transport, etc., etc. Aujourd'hui, nous, on va avoir de plus en plus d'informations à traiter parce que ça, c'est toutes les étapes de process. Et grâce à la 5G, on arriverait en sans fil à avoir ces données-là le plus rapidement possible. Une fois qu'on a dit ça, ça, c'est de la donnée qui va être de plus en plus importante à être traitée. Et nous, à l'intérieur de l'entrepôt, au travers de différentes caméras, de différents scanners, de différents de bras robotisés ou autres, on peut imaginer détecter en permanence et faire toute la traçabilité du colis. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème, il y a une réclamation client, vous, au final, vous ne recevez pas votre commande. Nous, à l'intérieur de l'entrepôt, on a le devoir d'indiquer à notre client, donc nous, pourquoi le colis a été perdu, il a été abîmé, qu'est-ce qui s'est passé. Concrètement, comment ça marche ? Vous dites qu'il y a des caméras. Est-ce que c'est quoi ? C'est de la 8K qui permet d'avoir une vraie définition, d'aller choper des QR codes un peu partout. Est-ce que ça, c'est des choses qui se font ou qui vont se faire très vite ? Alors, c'est des choses qui se font déjà, en fait, au travers du data mining, du vidéo mining. Donc, avec différents PDA, dès lors qu'on vient scanner le code barre de l'article, on remonte l'information dans un système. Alors, aujourd'hui, c'est des infrastructures qui sont très lourdes, qui est à mettre en place, donc au travers de différents câblages, réseaux Wi-Fi. Et ça, tout à l'heure, j'entendais parler de parasites avec 2,4 GHz, c'est des problématiques qu'on rencontre. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir un réseau sécurisé dédié à ce système d'information, ça vient polluer notre préparation, ça vient polluer notre WMS, donc Warehouse Management System, et ça vient créer des difficultés là où, en termes de réactivité, nos clients nous en demandent toujours de plus en plus, et nous, on n'est pas capable par moment de répondre convenablement ou à 100% à ces directives-là. Donc c'est vraiment du tracking pour améliorer encore une fois et toujours le service client et être en capacité toujours de savoir où est votre colis, dans quel état il est. Exactement. Et puis vraiment de savoir. Et on peut même aller plus loin. On peut aussi s'imaginer demain, on a une palette de consoles de jeux vidéo qui en ce moment est très prisée. PlayStation 5 par exemple, PlayStation 5. qu'on ne trouve nulle part. Demain, on sait que les PlayStation 5 sont en pénurie, elles sont très prisées. Imaginons qu'on met une palette dans une zone, on peut la sécuriser et dès lors que grâce avec des capteurs intelligents, il y a une PlayStation qui est retirée, on est capable de décompter grâce au poids sur la palette, etc. Et on est capable de décompter. Et donc, s'il n'est pas censé avoir une opération à ce moment-là, on peut faire remonter l'information directement, envoyer des alertes et créer tout un écosystème autour de ça. Donc avec des alertes, avec différents mailings, SMS ou autres, on peut après interconnecter avec différents systèmes. Alors c'est intéressant effectivement, encore une fois, cet enjeu de remontée de data et d'intelligence derrière. On a parlé du coup des objets connectés, de façon extrêmement large, c'est un mot valise évidemment, mais on en a un peu parlé. On va en reparler aussi avec Aurélien Pouzin. Aurélien, effectivement, il y a un enjeu qui est majeur aussi de votre côté, c'est vraiment d'avoir
le bon produit au bon moment et dans en capacité de jamais être en rupture et du coup d'aider les opérateurs à travailler le mieux possible. Aujourd'hui, comment on aide des opérateurs dans cet écosystème-là où on a de plus en plus besoin de data et en même temps on a aussi de plus en plus besoin d'humains, évidemment. Comment est-ce qu'on arrive à faire coexister? Alors vous, je crois que vous utilisez des objets connectés, alors je ne vais pas dévoiler avant que vous nous en parliez, mais des objets connectés, alors voilà, en phase d'expérimentation, en phase de développement, pour aider vos opérateurs à toujours avoir une meilleure qualité de service. Oui, exactement. Alors, moi, aujourd'hui, je suis pro-humain puisqu'on est pratiquement 70 personnes dans l'entrepôt à gérer l'entrepôt sur de la préparation de commandes pour de la course alimentaire. Et je considère en tant que dirigeant qu'en dessous de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'automatisation reste un investissement lourd. Donc, moi, je suis encore un peu en dessous de ces 20 millions, mais je me dirige vers ces 20 millions. Donc pour l'instant, je suis vraiment dans la prospective exactement. Et un des projets sur lesquels je travaille avec une société qui s'appelle Scandit et mon éditeur de logiciels, KLS, c'est de travailler avec la lunette connectée. Donc c'est vraiment typiquement, alors moi je suis myope et astigmate. En revanche, les lunettes qu'ils me proposent sont vraiment similaires, puisqu'en fait, sur la monture, ils viennent fixer le système qui permet ensuite à l'opérateur de travailler en main libre et en passant simplement le produit devant lui, il a la capacité à scanner les produits. Donc c'est plus de travailler ni à la vocale, ni avec des bagues connectées ou autres. C'est vraiment de travailler avec une paire de lunettes. Alors on pourrait dire oui, il y a eu la Google Glass, mais on s'est bien rendu compte quand même que la Google Glass, en termes de mise en route et d'industrialisation du produit, on n'est pas allé très loin. En revanche, aujourd'hui, un outil comme celui sur lequel on est en train de travailler avec Scandit, il y a un enjeu, en tout cas, de travailler 100% en main libre, sans la vocale, en respectant, je dirais, le bien-être du salarié et en gagnant des points de productivité. Donc c'est vraiment un sujet clé et fondamental que de toujours préparer demain. En fait, dans le e-commerce, et c'est là que la 5G va aider, elle va tirer vers le haut. D'un côté, il va y avoir des startups, à mon avis, qui vont avoir cette capacité à réfléchir des projets. Et de l'autre, nous, retailers, on est à l'affût de tout ce qui peut se faire en termes d'innovation pour pouvoir venir les intégrer dans nos systèmes parce qu'il faut réagir, clairement. Et je crois, Isabelle, c'est pareil, on en avait parlé aussi en amont sur la préparation, il y a vraiment un enjeu pour vous. Alors pareil, ces lunettes connectées, d'accompagner ces opérateurs pour les former, les accompagner de plus en plus. Aujourd'hui, comment vous faites-vous et quelle est votre vision sur cette formation, cet accompagnement? Aurélien le disait, en dessous de 20 millions de chiffre d'affaires, finalement, aujourd'hui, la robotisation, elle est difficile à réaliser. Donc on a encore besoin d'humains. Et puis mais après 20 millions, de toute façon, l'humain est au cœur à chaque fois. Comment est-ce qu'aujourd'hui, des objets connectés et puis effectivement des objets connectés en 5G vont permettre d'accompagner ces humains, de les former, de les accompagner, de les faire grandir dans ces nouveaux écosystèmes que nous sommes en train de dessiner? Lunettes connectées, aujourd'hui, on avait expérimenté ça, nous, il y a des années avec Oscaro. Bon, à l'époque, il fallait porter le PC sur une table roulante derrière la lunette parce qu'il n'y avait pas la performance qu'il y a aujourd'hui. C'est ça qu'apportent les technologies comme les 5G. Donc ça va faire les préparations. Maintenant, on voit beaucoup de lunettes. J'ai vu ça notamment au NRF. Je crois que c'est Honeywell qui fait ça, des lunettes mixtes avec de la voix. Donc il y a à la fois les lunettes et à la fois un casque un peu comme j'ai là, en peut-être plus light. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces technologies-là, elles vont nous aider à guider les opérateurs. Donc le WMS, lui, sait exactement ce que chaque opérateur devrait faire pour assurer une performance globale des opérations. Sauf qu'on est contraint aujourd'hui par le fait qu'il faut quand même pas trop perturber les opérateurs dans leur mission au risque qu'ils se trompent. Alors, si on lance un préparateur faire une ramasse de commandes e-commerce avec un chariot, eh ben, on le dérange pas pendant cette mission et on va lui donner une autre mission à la fin de sa collecte des 12 commandes dans le chariot. Si on sait alimenter les opérateurs en temps réel
par des instructions, et pas seulement des instructions, la capacité aussi avec la reconnaissance d'image, on appelle ça la computer vision, de voir si le geste est exécuté correctement. Si on dit bah finalement le client a changé d'avis, il faut plus prendre ce produit, il faut prendre un autre, et hop, on va réorganiser la tournée, l'envoyer à un autre emplacement et contrôler qu'il a pris le bon produit, parce que comme vous l'expliquiez avec Scandit par exemple, on peut capter le code barre juste en le passant sous les lunettes, et que s'il y a un souci, on est capable aussi d'envoyer une instruction à l'oral pour éviter d'avoir un écran justement qui se balade là-dedans. Alors soit on le projette dans les lunettes, soit on peut compléter par des instructions orales. Donc toute cette technologie va nous permettre d'interagir de manière efficace et sans risque avec les opérateurs. Et puis après, il y a le volet formation. Alors nous, avec des choses comme ça, on a démarré des sites à distance là, au plus fort de la pandémie. On ne pouvait plus aller chez les clients démarrer les entrepôts, notamment au fin fond de la Russie. Donc on avait équipé les opérateurs qui étaient sur place de lunettes connectées, et nos consultants étaient chez eux à distance, tranquilles, quelque part en France, et pouvaient suivre exactement ce qui se passait au moment des premières opérations. Donc s'il y avait un souci, le visualiser, échanger avec l'opérateur par l'effet du micro, et puis évidemment, comme ils avaient la main sur le WMS, parce que ça c'est d'office digitalisé, corriger, paramétrer, relancer un test, enfin agir directement sur la solution. Ça a été d'une efficacité assez redoutable. Et l'autre élément que l'on est en train d'exploiter en termes d'image, de computer vision et puis de lunettes connectées, c'est effectivement la formation des opérateurs. Parce que, alors on sait bien que c'est compliqué de trouver des ressources en ce moment. On a besoin justement de redéployer les équipes qui sont déjà là sur différentes missions, différentes tâches. Or, pour les rendre performantes, il faut les accompagner, pouvoir les former sur toutes ces tâches. Et puis, on accueille aussi beaucoup d'intérimaires, dont certains n'ont jamais mis les pieds sur le site et ont exécuté pour la première fois des missions. Donc là, avec ce qu'on appelle le digital learning, on accélère le time to perform des opérateurs en leur passant, donc plutôt que de mobiliser les chefs d'équipe pendant des heures à former, à accompagner, à contrôler, à superviser les nouvelles ressources, il y a une partie de ce travail-là qui est fait parce que alors soit s'ils sont équipés de lunettes connectées, mais c'est encore pas beaucoup déployé dans les sites, mais soit simplement avec un smartphone, ils peuvent suivre exactement la mission qu'ils ont exécutée. Donc voilà, toi, tu vas faire la réception de tel type de commande sur tel type de quai, et on t'explique en détail toutes les étapes, donc sur quoi tu dois cliquer sur ton terminal RF, quel code tu dois scanner, et puis si ça te fait tel message, on t'explique ce que tu dois faire, comment tu dois réagir. Et ça, c'est des petites vidéos de training de 5 à 10 minutes maximum, conçues en plus dans l'esprit du digital learning, donc avec vraiment tout cet apport, hein, c'est vraiment d'une performance absolue, le digital learning. Et voilà, donc ça permet d'intégrer plus vite des nouvelles ressources, et puis également de développer la polyvalence. On sait que la polyvalence, ça permet d'affecter les ressources sur différentes tâches au cours de la journée, et ça, c'est important aussi pour fidéliser les ressources. Vraiment, la technologie, elle vient au service aussi des ressources humaines. C'est pas que tout automatisé. Ouais, c'était hyper important qu'on en parle avec Aurélien et vous, avec vous Isabelle, parce qu'effectivement, on n'a pas ce propos évidemment tout robot, et c'était intéressant de voir avec Valentin, de voir jusqu'où on pouvait pousser le curseur. Mais même vous, Valentin, vous l'avez dit, l'humain est essentiel, et notre propos est vraiment là, effectivement. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance, on va se faire limite une petite supply chain à nous. On vient de voir évidemment la partie logistique, on en a beaucoup parlé avec la 5G. Je propose qu'on avance un tout petit peu et qu'on voit les enjeux de transport et de livraison avec vous, Anne-Marie Haute. Donc vous êtes présidente directrice de Pilgrim Technologies. Ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, on a parlé des drones à Rungis. Est-ce que dans une livraison beaucoup plus, on entend parler de Amazon, de la Poste qui veulent développer des drones pour livrer n'importe qui. Est-ce que ça, premièrement, c'est réaliste? Et deuxièmement, est-ce que finalement aujourd'hui il y a déjà des expérimentations de drones, ou est-ce que c'est déjà prêt, je dirais? Est-ce qu'il y a des choses prêtes que l'on va pouvoir voir arriver bientôt? Alors,
Tout d'abord, j'aimerais bien revenir rapidement sur les intérêts forts qu'il y a à utiliser des drones plutôt que des moyens traditionnels, on va dire. Et là, il faut bien revoir les deux grands points en fait que peuvent apporter l'usage des drones pour les livraisons, qui sont d'abord la décongestion des centres urbains, puisqu'on voit beaucoup de centres-villes qui sont très embouteillés par la présence soit de véhicules de petite dimension, soit même carrément de camionnettes, voire de camions, des fois pour livrer juste un seul colis en fait. Et là, on trouve déjà le premier très gros point positif de la part du drone, et le deuxième va vraiment être l'action sur le plan pollution et apport carbone, puisque les drones, eux, sont majoritairement, je dirais même à 99,9% des machines électriques, et donc qui ont un niveau de pollution bien plus faible. Donc on voit déjà qu'il y a un premier énorme intérêt à utiliser des drones, notamment dans nos centres-villes. Ensuite, il faut voir que les livraisons en B2B, puisque pour l'instant tous les essais sont faits sur du B2B, nous permettent de développer des solutions. C'est un laboratoire qui va nous permettre de convaincre les autorités européennes d'ouvrir ce marché. En effet, on est vraiment dans une démarche incrémentielle avec eux, où on doit step by step leur prouver que les systèmes sont suffisamment sécurisés pour pouvoir être déployés dans des espaces de plus en plus grands. Donc on doit leur apporter des gages de confiance, et notamment liés à la sécurité des vols. Et donc le fait qu'un drone, forcément, vu que c'est quelque chose qui vole, tout le monde imagine bien qu'à un moment ça pourrait être perdu en termes de contrôle et éventuellement tomber. Et là, du coup, on a encore pas mal de chemin à faire pour garantir que nos solutions sont sûres, fiables, robustes. Et typiquement, la 5G est une brique totalement indispensable, et comme je le disais tout à l'heure, pour la partie lien commande-contrôle, mais également pour la partie transfert vidéo en direct. Parce qu'un drone, c'est un appareil qui certes a un niveau d'autonomie, mais il y a toujours un télépilote. Alors on en revient à l'humain, il y a toujours quelqu'un qui va surveiller que toutes les opérations se passent bien. Actuellement, il y a un télépilote par machine. Forcément, vous vous doutez que l'objectif à terme est plutôt d'avoir un télépilote pour une petite flotte de machines, qu'un humain soit capable de surveiller le bon déroulement de plusieurs vols en même temps. Mais pour ce faire, il va falloir que non seulement il ait la possibilité de reprendre la commande à tout moment sur sa machine pour corriger un vol automatique, mais il faut aussi qu'il puisse voir ce qui se passe. Donc nous, c'est ce qu'on appelle de la FPV, la First Person View, qui permet au télépilote de voir ce que voit le drone, ce qui permet de comprendre une situation, de mieux comprendre la position dans laquelle se trouve l'appareil pour pouvoir éventuellement la corriger. Donc là, on a ce premier levier sur lequel nous, on est en train de travailler. Alors quand je dis nous, c'est le marché global du drone, hein, c'est pas uniquement Pilgrim Technologies, mais on est nombreux à être sur cette brique-là. À faire évoluer et donc à faire progresser les technos. Et on constate clairement que c'est une tendance marché forte, où il y a beaucoup de demandes. De l'hôpital, en fait, qui va avoir des besoins de transport d'urgence, de poche de sang entre l'endroit où est stocké le sang et un hôpital qui doit faire face à un afflux de personnes à un instant T. Ça va être du transport éventuellement de tests Covid qui ont besoin d'aller être testés en urgence dans un laboratoire. Ça peut être du transport, comme on l'a vu très récemment en Suède, de systèmes de secours pour sauver des vies. Après, on a le niveau d'après, où il y a un petit peu moins de risque de sauver des vies, mais qui est le transport en interne sur des grands sites. Donc c'est le cas typiquement de Rungis, dont je parlais tout à l'heure, où là il y a un vrai intérêt, tout pareil, de décongestionner le transport au sol et de gagner du temps sur du transport de petits colis. L'objectif pour 2025, oui. Anne-Marie, ça veut dire que quand on voit Amazon qui fait des tests et des tentatives de drones, ils y sont proches bientôt. C'est pour quand ? Vous savez ? Tout à fait, j'y venais. Voilà, j'y venais. Donc l'objectif de 2025, c'est d'avoir une solution qui est suffisamment robuste pour pouvoir envisager des liaisons entre plusieurs sites.
Et c'est là qu'on arrive typiquement à des cas comme celui d'Amazon, où vous avez déjà vu se développer des réseaux dans vos centres-villes, où vous voyez des grandes caisses qui apparaissent, où vous pouvez aller chercher vos colis Amazon en direct. Et typiquement, ce genre de maillage du territoire ressemble énormément au type de maillage des futurs vertiports, tels que le conçoivent des gens comme Amazon ou La Poste, ou plein d'autres, hein, DHL aussi par exemple, qui est vraiment très avancé au niveau européen sur ce type de projet. Et donc l'idée est d'avoir un réseau de vertiports qui permettrait du coup de passer de B2B à B2C, en allant livrer des espaces dédiés par drone, de façon à ce que les gens puissent aller retirer leurs colis directement au plus près de chez eux, dans leur centre-ville, à proximité de leur centre de commerce habituel. Donc c'est quelque chose qui a un objectif, dans un premier temps technique, aux alentours de 2025, avec une possibilité de déploiement très rapide derrière, puisque a priori tous les feux sont ouverts, tout est prêt, et le déploiement de la 5G dans les centres-villes nous permettra de mettre en œuvre ce type de livraison entre un espace de livraison et un point de retrait pour le public. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup Anne-Marie. Effectivement, c'est extrêmement intéressant de constater que les infrastructures sont déjà en train de se mettre en œuvre. Finalement, on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ces quasi Amazon et d'autres marques le font, sont simplement là pour récupérer le colis, mais c'est intéressant de se projeter en disant et si finalement ces quasi étaient là aussi pour commencer à développer des infrastructures et un réseau pour le futur et donc peut-être le drone. Merci pour toi Anne-Marie, c'était hyper impressionnant, j'allais dire. Oui, effectivement, parce que c'est pour l'instant, nous, quelque chose qu'on imagine assez peu dans nos centres-villes, mais effectivement, demain, on pourrait l'avoir. J'ai une dernière question qui a été posée par le chat et peut-être que Cyril ou Aurélien, vous allez pouvoir nous aiguiller sur cette question. On se rend compte, effectivement, on en a beaucoup parlé de digital, de plateformes mobiles, mais finalement, on en a un peu parlé au tout début, mais qu'est-ce que ça change finalement pour les magasins? Alors finalement, Cyril, pour vous, est-ce qu'il y a des transformations dans le magasin physique? Et puis Aurélien, ça m'intéresse aussi de savoir quels sont vos contacts avec vos collègues finalement qui ont des magasins en tant que tels Super U. Est-ce qu'ils discutent avec vous? Est-ce que vous voyez des passerelles à créer? On commence par Cyril et puis Aurélien, après je vous laisse la parole. Qu'est-ce que ça change pour le magasin? Déjà, ça doit permettre au magasin de proposer une expérience plus immersive, davantage de personnalisation. On peut imaginer que le client puisse interagir directement avec un rayon de produits, qu'on puisse lui pousser des recos produits sur la surface de vente, grâce à la réalité augmentée, qui puisse... finalement que le retailer puisse influencer un peu son parcours pour l'emmener vers les produits qu'il a l'habitude d'acheter, tout en le sortant un petit peu aussi de ses habitudes parfois. Et pour prendre un exemple concret aussi, mais pas dans l'alimentaire cette fois-ci, il y a des solutions qui existent depuis longtemps de réalité augmentée sur le maquillage, chez Sephora par exemple, ou bien sûr en Asie. Maintenant, la 5G, demain, ça va proposer une solution qui va être beaucoup plus proche de la réalité. Et donc, ça va permettre à la cliente de se projeter beaucoup plus facilement, finalement. Et donc, ça, à mon sens, ça va permettre d'augmenter potentiellement le panier moyen, d'augmenter le taux de transformation sur la surface de vente, d'augmenter l'attachement à la marque. Voilà, et tout un tas de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur ces sujets-là, il y a toujours une prime au primo-accédant, entre guillemets. C'est-à-dire que la première enseigne qui se lancera, qui créera de la valeur grâce à une offre de service, qui sera supportée par la 5G, de l'innovation, prendra et puis nécessairement un peu d'avance sur ses compétiteurs et prendra nécessairement des parts de marché. Et puis sur la 5G, effectivement, on le voit, sur des applications comme Snapchat ou autre, il y a un besoin d'interaction, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là où la 5G, on en parlait, un des avantages, c'est un jeu de temps extrêmement réduit, c'est temps de latence réduit qui permettra d'avoir une expérience beaucoup plus forte, puis d'afficher peut-être à l'image encore plus de données, puisqu'effectivement, on aura cette capacité de débit qui sera beaucoup plus fort. De votre côté, Aurélien, alors désolé, on dépasse un tout petit peu le temps, mais du coup, cette question me paraissait importante et nous a été posée dans le chat. Aurélien, de votre côté, chez Super U, comment se passe votre relation, je dirais, avec vos autres, les personnes avec qui vous travaillez? Comment ils regardent les mises en œuvre de Course U? Et est-ce qu'ils échangent avec vous sur
sur ce sujet pour comprendre au mieux comment créer des interactions digitales à l'intérieur de leur magasin. Ah, et on me dit qu'a priori, le réseau ne fonctionne pas avec Aurélien. Bon, on va le retrouver juste après. On va essayer de le retrouver juste après. C'est les joies du direct. Écoutez, nous sommes en direct. On vous l'a dit plusieurs fois. Nous sommes en direct. Et on va s'arrêter du coup ici. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et je laisse la main à Ludovic. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échanges? Alors peut-être, je sais que vous êtes très au fait de tous ces sujets, mais qu'est-ce que ça vous inspire en tout cas, toutes ces personnes qui mettent en œuvre des expérimentations, des innovations, qui se projettent sur ce marché avec au cœur de leur dispositif la 5G? Et bien justement, aujourd'hui, et c'était l'enjeu, on a beaucoup parlé des usages et c'est ce qui est important au fond. On fait de la 5G pour qu'elle soit utilisée en B2B, en B2C, en B2B2C. Il y a toujours quand même un client final derrière. Alors, vous me permettrez d'avoir un petit message pour l'industrie des télécoms. On a parlé beaucoup de 5G, on a parlé de magasins. Ça veut dire qu'il faut faire de la couverture indoor. C'est très compliqué la couverture indoor et c'est encore plus compliqué pour la 5G. C'est des investissements importants pour l'opérateur, les opérateurs qui le font, mais aussi pour les entreprises, parce qu'une couverture d'un bâtiment, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et il faut aider cette industrie des télécoms à pouvoir le faire. On a besoin d'investir énormément parce que c'est la compétitivité de nos entreprises, donc du pays d'une certaine manière, qu'il faut permettre de mettre en œuvre. Voilà, donc on peut évidemment vanter le fait qu'on n'augmente pas ces forfaits à 2 euros ou à 19,99 €, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais à ce moment-là, il faut faire de la vraie 5G. Et la vraie 5G, c'est celle qui est sur la 3,5 GHz, c'est celle qui permet le meilleur débit, la meilleure latence, c'est celle qui pénètre dans le bâtiment. Sinon, c'est trop facile. Donc, on a besoin de cette 5G pour la compétitivité du pays. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour conclure, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, finalement d'innovation, on a aussi besoin des équipementiers. Et là, c'est l'Europe qui est en difficulté. On a des équipementiers qui sont en train de disparaître, concrètement. Et cette bataille-là, on a beaucoup parlé d'Amazon. Cette bataille-là, on est aussi en train de la perdre parce que nos équipementiers, ils basculent, vous imaginez où? En Asie plutôt. Voilà. Et donc, on a besoin, finalement, pour être fort sur ce qu'on veut faire ici, à Rungis, dans les Hauts-de-France et ailleurs, on a besoin d'avoir une industrie télécom et une industrie d'équipementiers très intégrée pour être finalement sur une stratégie commune de développement de l'innovation. Et puis pour finir, je voudrais saluer ce qui a été dit par Anne-Marie tout à l'heure. C'est un très très bel exemple qui montre que la 5G qui a été décriée, et on peut comprendre qu'il y ait des craintes, c'est aussi un vecteur positif en matière d'environnement. Parce qu'on a parlé beaucoup de la surconsommation liée à la 5G, mais en l'occurrence, il y a aussi des avantages évidemment très importants au fait que ça limite des déplacements qui étaient quand même très polluants, dieselophiles on va dire, ou dieselovores, alors que là on est sur une consommation qui pour la planète est meilleure. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais bien sûr vous remercier d'être là. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont là, vous êtes les bienvenus venus. Pour ceux qui sont à distance, vous êtes les bienvenus à venir à l'Orange 5G Lab, et j'espère qu'on pourra tester avec vous plein de choses. Et merci aussi Romain pour cette animation. Merci à vous, merci de votre présence à tous, effectivement. Alors du coup, on va un peu bousculer puisque nous avons retrouvé Aurélien qui est de nouveau présent. Alors on va rebasculer sur la question et puis on pourra conclure après. La question qui était, et on terminera du coup avec cette question, c'est comment se passe aujourd'hui au sein du réseau Super U, les relations que vous avez avec les magasins et qu'est-ce que ça change dans les magasins? Et puis on pourra conclure juste après. Est nécessaire parce que Orange Business Service est mon prestataire, mais ma box elle a planté. Mais rien de grave, rien de grave. On ne dira rien, absolument. On ne dira rien et j'ai retrouvé le réseau, c'est parfait. Non, je pense que la relation entre le magasin et le e-commerce, elle est devenue incontournable. Moi, j'en suis l'exemple parfait chez Système U, puisque les magasins physiques détiennent chacun une part du projet courseu.com à Lyon. Donc, on est vraiment dans l'omnicanalité permanente des échanges entre les associés en centre-ville et moi, ici, sur la plateforme e-commerce. Donc, il va y avoir, avec l'arrivée de la 5G, une amélioration du réseau en magasin. Il faut savoir que dans le centre-ville de Lyon, certains magasins qui ont le Wi-Fi, c'est pas efficace. Il faut se dire les choses. Alors que demain, avec de la 5G embarquée dans certaines surfaces de vente,
On va vraiment se retrouver avec des capacités complètement nouvelles, comme Cyril l'a expliqué, pousser des vraies propositions aux clients dans son parcours avec une personnalisation. Et puis surtout, il y a le sujet du tract. Donc là, d'un point de vue écologique aussi, c'est revenir sur un tract digital. À partir du moment où le client rentrerait dans le magasin, il aurait le tract promo de la semaine qui lui serait directement proposé via l'app, via une solution X ou Y. Et en tout cas, chez U, on y travaille puisque certains magasins ont déjà basculé. Donc ça aussi, ça sera un plus sur l'approche rapport magasin physique et e-commerce. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon, et puis on le répète, le message, on l'a entendu, de Ludovic, développer la 5G, évidemment, développer ces écosystèmes, et puis quelque chose de très important que vous avez dit aussi, qui était de renforcer ce lien, effectivement, avec tous ces acteurs qui travaillent sur le retail ici. Et c'est pour ça qu'on est dans ce lieu, l'Orange 5G Lab, qui est un lieu d'innovation, effectivement, où vous avez la possibilité de venir, de tester, de co-créer ensemble. Puis on le sait, dans des enjeux d'écosystème et de communauté, d'avoir un lieu physique qui rassemble et qui permet de réunir. C'est un élément extrêmement fort. Donc voilà, vous en avez 7, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre autorité en France. Donc n'hésitez pas à les contacter. Pour ça, extrêmement simple, un site internet 5glab.orange.fr. N'hésitez pas à aller sur ce site internet pour continuer à apprendre, à découvrir ce qu'est la 5G. Toutes ces émissions qu'on réalise à chaque fois ont un focus B2B, effectivement. Donc on ne parle pas forcément des usages grand public, mais on est bien sur des écosystèmes qui se construisent, qui se structurent, qui changent, qui évoluent. Et donc, on avait le plaisir aujourd'hui de parler du retail avec nos acteurs qui étaient présents. Je refais un petit tour pour tous vous représenter. Donc, on était avec Valentin Vola, chef de projet innovation chez Logs, Isabelle Badoc, product marketing director chez Generix Group, Alexis Chenel, qui était en distanciel, donc qui était chez Orange Japon et qui est au marketing intelligence, Cyril Bess, qui est avec nous, président CEO d'Univers Retail, Aurélien Pouzin, directeur général courseu.com chez Système U, Anne-Marie Haute, qui est CEO de Pilgrim Technologies, et Ludovic Guilcher, qui est donc directeur Grand Nord-Est. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à toutes vos équipes, parce que ce n'est pas... on a été extrêmement bien accueillis ici. Donc merci beaucoup. Merci aux équipes techniques aussi qui ont travaillé pour que cette émission puisse être réalisée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Orange. Et n'oubliez pas, Orange... 5glab.orange.fr, 5glab.orange.fr. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.